Pour une émission sur les super-héros, le thème des collants, ça serait pas mal, non? Tous les super-héros ne portent pas de collants, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça vient d'où d'ailleurs les collants? Un problème lié à l'enfance, tu crois? Pas du tout. Mais c'est pas con comme question. C'est l'heure du comics, l'heure de vous parler de l'un des attraits les plus connus du super-héros. Le collant! Mais non, le costume. Le costume est l'un des éléments les plus représentatifs des comics, et tout particulièrement des comics de super-héros. Mais ça ne s'arrête pas là. Tous les personnages de ce média ne se promènent pas avec le slip apparent. Je suis John Constantine. Je combats des démons, des anges. Mais j'essaie surtout de survivre dans ce putain de monde. Dans les comics non super-héroïques, les personnages portent tout de même des costumes, car le lecteur doit pouvoir reconnaître son héros même s'il y a un changement de dessinateur. Ainsi, Jesse de Preacher aura toujours le pantalon blanc et la chemise noire. La paire de collants n'est donc pas obligatoire à tous les héros, mais pourquoi beaucoup en portent? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans le temps et aller voir les proto-super-héros. Les quoi? Ces comics qui ont plus ou moins inspiré les super-héros du Golden Age comme The Spirit ou The Green Hornet. Ces héros, pas encore vraiment super, avaient déjà un signe distinctif, tel une écharpe rouge ou un masque vert, pour que nous ne le confonde pas avec le premier pécor venu. Ok, mais tous les héros de la littérature et surtout du cinéma ont ce genre d'attributs. Sherlock Holmes avec son chapeau par exemple. Mais bien sûr! Le costume n'existe pas que dans les comics, et ce ne sont pas les comics qui l'ont inventé. Dans toute œuvre, il sert à identifier un personnage. L'apparition du collant, par exemple, qui arrive avec Superman. Ses créateurs voulaient le rapprocher visuellement des artistes de cirque qui jouaient les muscleurs à l'époque. Pour que le public assimile de suite l'homme d'acier à une force extraordinaire. Tout à fait! Remarquons la ressemblance entre les strongman de l'époque et le premier costume de Superman en 1933. Mais ce que ne savait pas Siegel et Schuster, c'était qu'ils venaient de créer l'archétype visuel du chevalier moderne. Ok pour Superman. Mais pourquoi les autres portent eux aussi des collants et des slips voyants? Pour le lecteur, c'est assez simple. Si tu vois un mec en collant, tu sais tout de suite que c'est un super-héros. Superman a tellement marché qu'il a créé l'un des codes les plus connus du comics. Du coup, pour le héros, une logique s'est créée. Je dois protéger mon identité secrète. Donc je dois me déguiser pour ne pas que l'on me reconnaisse. Ah oui, là on ne le reconnaît pas du tout. Je dois être un symbole pour les gens. Il faut qu'ils me reconnaissent. Et Kita, autant que ce déguisement ait une signification. Batman veut faire naître la peur chez ses ennemis, son costume est donc pensé comme ça. Captain America est à la base un outil de propagande pro-américaine. Son costume est donc pensé comme ça. Ah, c'est pour ça qu'il a un drapeau collé au cul, parce qu'il l'a pensé comme ça. Le symbolisme est extrêmement fort chez les super-héros, et notamment dans leurs costumes. Mais j'y reviendrai dans un autre épisode. Il y a aussi énormément d'autoréférencement chez les super-héros. Kick-Ass porte un costume car il décide de faire comme les super-héros. Luke Cage porte un costume car il décide de faire comme les super-héros. Tu veux dire que l'autoréférencement, c'est quand le héros décide de mettre des collants? Donc que les super-héros s'habillent en super-héros quand ils deviennent super-héros pour ressembler à des super-héros? C'est le serpent qui se mord la queue. Et les couleurs? Bonne question. En même temps, c'était pas une question et c'est dans le script, fais pas les deux. Ta gueule, prenons les X-Men. Pendant un certain temps, les X-Men portaient des costumes en cuir noir, mais dans les débuts d'Astonishing X-Men, ils reviennent aux costumes colorés car ils ne veulent plus inspirer la peur chez l'Homo sapiens et veulent être considérés comme des super-héros et non plus comme des mutants terroristes. On retrouve donc l'autoréférencement. En même temps, si Superman se ramenait en cagoule noire et veste paramilitaire, je ne suis pas sûr qu'il inspirerait toujours l'espoir. Ça ne marche pas ton truc. Pendant un temps, Spider-Man a un costume noir. Il n'inspire pas pour autant la peur. Alors déjà, si, hein. Spider-Man il a le droit au moins de une assassine par semaine, dans lesquelles il est traité de raclure et de voleur. Et en plus, ça souligne un point du costume très important selon moi. Les multiples changements de costume vont de pair avec les évolutions psychologiques du super-héros. Ah bon? Le costume va avec le psychologique, tu crois? On parle de Luke Cage boule à facettes ou Catwoman version drag queen? Ça va? T'as fini? Non, parce qu'au bout d'un moment, il va concrètement falloir parler de ta propension à pourrir tous mes épisodes. Donc je disais que le costume noir de Spider-Man en est le parfait exemple. Il le prend avec l'apparition de Venom et devient plus sombre, plus violent et moins enclin à faire des petites blagounettes.
Les changements de costume vont très souvent de pair avec les vrais changements moraux du héros. Le costume n'est donc pas là que pour faire joli, il a beaucoup d'autres utilités. Et ce n'est pas pour rien que les fans sont attachés à tel ou tel costume, jusqu'à aller se déguiser comme le héros en question. Ou pire! Vous voyez des menaces de mort à un dessinateur qui aurait changé son apparence. Oh mon Dieu! Ainsi, le costume de Superman au fil des années a perdu son petit slip moulant, qui est repassé sous le collant, et le costume de Batman est devenu beaucoup plus sombre. Les costumes évoluent et correspondent le plus souvent à un auteur ou à une période du héros, ce qui permet au lecteur d'identifier au premier coup d'œil s'il a affaire à un run de Straczynski ou de McFarlane. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est que très souvent, ce changement de costume n'a pas d'explication directe dans le scénario. À part, bien sûr, quelques costumes bien précis, tels que l'Iron Spider ou le costume noir de Superman. Une chose me tracasse, combien de costumes ont les super-héros? C'est-à-dire... Bah, ils les arrachent, les salissent, suent dedans, ils sauvent la veuve et l'orphelin tous les jours. Oui, et... Ben, il y a deux solutions. Ou les super-héros puent le rat mort à 300 mètres à la ronde, ou ils ont 150 fois le même costume. Il y a d'ailleurs souvent des blagues dans tous les comics sur les costumes, les odeurs, les déchirures ou sur leur résistance. Les auteurs aiment utiliser les dissonances remarquées par les lecteurs. Ces dissonances sont d'ailleurs parfois plus grandes que l'odeur ou la résistance du tissu. Clairement, si quelqu'un inventait demain un tissu capable de résister à n'importe quelle chaleur, et que ce quelqu'un avait pour but d'aider son prochain, pourquoi il ne le ferait pas en fabriquant, je sais pas moi, tiens, oui, des uniformes de pompiers? Un tissu élastique à l'infini! Un tissu qui résiste aux balles! Mais parce que Superman, quand il se fait tirer dessus, il n'y a pas de trou dans son costume. Les super-héros aideraient plus l'humanité en donnant à tous les secrets des capacités secrètes de leurs costumes. Je vous épargnerai par contre le top 10 des costumes ridicules. La suite d'images met en avant les costumes des femmes dont j'ai déjà parlé ici, ou l'évolution du costume de machin sur 50 ans. Le costume est donc beaucoup plus qu'une paire de collants enfilés à la va-vite pour cacher son identité secrète ou juste un moyen de reconnaître le héros. Le costume iconise le personnage. Nous montre son évolution psychologique, technologique, son évolution au fil des années. Et même si nous savons qu'il a des propriétés impossibles, il fait que nous nous attachons à nos héros préférés. Et lisez des comics, merde. Lisez des comics, merde!